Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la durabilité, des contraintes écologiques, environnementales qu'on est en train de vivre et sur lesquelles le monde du sport doit aussi s'aligner. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir le regard de nos différents experts sur le sujet avec des points de vue qui feront forcément enrichir le débat. Je vais commencer par Peyo à te présenter. Donc tu es kitesurfer pro, mais tu es aussi surtout très engagé sur des deals de sponsoring et d'être engagé en tant qu'ambassadeur de marque sur des sujets d'impact et d'écologie. Juliette, tu es la fondatrice. Tu bosses, tu es la cofondatrice et CEO de Oxygen Solutions, qui est une plateforme SaaS qui mesure et valorise la performance ESG des acteurs du sport et de l'entertainment. Armelle, tu es actrice du financement à impact et de l'accompagnement éco-sportif. Tu nous diras un petit peu plus ce que ça veut dire. Et enfin Maël, expert de la transition écologique dans le sport. Tu es un ancien du ministère des Sports et de la WWF et tu as cofondé Sport 1.5. Mais peut-être pour éclairer un peu tous nos nombreux participants, Juliette, je te propose de peut-être nous éclairer sur la raison pour laquelle le sport doit jouer sa part dans la lutte contre finalement l'impact environnemental. Enfin, alors pour le contexte, je vais laisser Maël reprendre tous les enjeux, s'il veut plus tard. Mais effectivement, aujourd'hui, on se retrouve là contextuellement dans un momentum post-Paris 2024 avec une dynamique qui a été engagée sur l'enjeu de la durabilité intégrée à l'opérationnalité des événements. Et on est aussi dans une crise climatique qui a perdu de sa superbe, ou en tout cas dans les médias n'est plus adressée de la sorte depuis que la CSRD, qui était donc cette réglementation européenne, a été rebutée pour être très amenuie. Donc on est dans un moment où à la fois les acteurs du sport ont besoin de s'optimiser dans leur fonctionnement, le climat hurle un peu partout dans le monde, et on a un sport qui a des bénéfices pour la société, qui apporte de la valeur, mais qui aujourd'hui n'est pas assez mis en avant. Oui. Peut-être, Maël, tu peux nous expliquer aujourd'hui quelle est la part un peu négative du monde du sport dans l'altération de notre bien commun, la Terre? Alors, il y en a plusieurs en fait. Alors, si on prend la question de... C'est bon là ? Si on prend la question du poids carbone, évidemment, il y a les transports, les infrastructures, quand il y en a, il y a l'alimentation qui sont des gros d'émissions. L'impact aussi sur la biodiversité, sur nos ressources naturelles, tout ça. En fait, pour compléter peut-être ce que disait Juliette, quand le monde économique, de manière générale, que ce soit le sport ou autre, il y a trois choses à prendre en compte sur les enjeux environnementaux. Il y a son impact environnemental et en fait, il y a de plus en plus d'injonctions à réduire, soit par des réglementations, soit par des pressions des actionnaires, des sponsors. Donc il y a de plus en plus d'injonctions à réduire. Il y a un vrai sujet d'anticipation de l'adaptation au changement climatique. Il est inconcevable aujourd'hui de penser une stratégie de développement, un événement dans le futur, en pensant que les ressources en eau, l'accessibilité du grand public et tout ça sera la même. On est dans un moment où c'est fini les ressources illimitées. Et puis il y a une attention médiatique où stratégiquement, là où il y a encore quelques années, c'était différenciant d'être engagé sur ces sujets-là, maintenant c'est un élément de base. Et en fait, ça devient très pénalisant de ne plus intégrer ces enjeux-là dans son image, dans sa stratégie marketing. Donc pour moi, il faut vraiment avoir ces trois angles-là et pas uniquement quel est mon impact et comment je le réduis, mais plutôt sur du projection, sur finalement comment le contexte environnemental, climatique et attention du public, et donc des sponsors, et donc des médias, et donc de tout ça, évolue. Ouais. Clairement, enfin, pour donner un exemple concret, on bosse avec la direction des sports de France Télé, on fait toute la stratégie bas carbone. Ils nous l'ont dit, le fait de ne plus retransmettre le Dakar fait partie de ce décalage entre les attentes des spectateurs et l'identité même de l'événement. Je parle d'identité, de l'impact perçu et pas forcément réel, mais ça fait que du coup, perte de visibilité, donc d'attractivité sponsor et de modèle économique. En fait. Et d'attractivité auprès des investisseurs.
des investisseurs un peu classiques, Armel, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'ils attendent d'une boîte? À la priori, c'est plutôt du retour sur investissement. Et est-ce que le fait d'embrasser des nouvelles modalités de protection de l'environnement, peut-être d'alourdir leur compte de résultats, c'est pas consubstantiel avec la délivrance d'une valeur telle qu'on l'entendait avant? Comment toi, tu t'arrives à faire comprendre cette logique-là à des boîtes et pour l'investissement? Alors souvent, on a tendance à opposer performance économique et performance environnementale. Et personnellement, c'est con, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien, on l'a vu par exemple pendant la crise du Covid, alors on n'était pas typiquement sur quelque chose d'environnemental, mais plutôt de santé publique, mais finalement, quand les flux s'arrêtent, les flux de personnes, les flux d'échanges, quand les flux s'arrêtent pour des raisons... tout s'arrête, l'économie s'arrête. Et finalement, l'économie dépend aussi de l'environnement et c'est même peut-être le préambule, alors qu'aujourd'hui, on le traite un peu quand on a le temps, parce qu'il y a des réglementations plus ou moins qui se mettent des fois en place, ou en tout cas des incitations. Mais pour moi, l'impact, c'est la condition de survie aussi de l'économie, d'une économie qui sera peut-être différente, mais... on ne pourra pas avancer dans un monde à plus 4 degrés ce n'est que reculer pour mieux sauter. Donc plus on l'intègre, plus on pourra s'adapter, comme le dit Maël, et plus on reculera, moins on pourra s'adapter et plus on aura de risques d'écroulement. Ouais. Je voudrais vraiment tout de suite te relancer sur qu'est-ce qu'on fait du coup au niveau peut-être supranational pour changer les règles, notamment les règles financières, mais on y reviendra sur ce sujet. Peyo, toi tu es un athlète de haut niveau, un sportif de haut niveau. Tu cherches des sponsors comme la plupart des athlètes et des sportifs. Tu as choisi plutôt de t'orienter vers un type de sponsoring plutôt orienté durabilité et impact. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Et tu peux nous raconter comment est vécu par les sponsors ce positionnement? Aujourd'hui, en tant qu'athlète, on a besoin de trouver des financements. Les financements, c'est de notre bilan carbone en tant qu'athlète que ça va refléter. C'est-à-dire qu'on ne peut plus arrêter de prendre l'avion. On ne peut pas réguler notre bilan carbone personnel en tant qu'athlète juste en modifiant nos actions du quotidien. Par contre, on peut justement chercher à le faire différemment. Et notre seule solution à nous en tant qu'athlète, ça va être de choisir nos engagements auprès de nos partenaires. Alors, auprès des marques qui viennent nous solliciter pour des collaborations, en établissant un cahier des charges, un petit peu comme si il y avait un appel d'offres et nous on a construit en tant qu'athlète un appel d'offres avec un cahier des charges qui dit on charge des marques que si elles s'engagent à modifier leurs produits, leurs services pour aller vers une éco-responsabilité de la part de ses partenaires, ou alors de choisir un modèle d'investissement sur les athlètes qui va de pair avec un investissement auprès de Green Tech qui, elles, peuvent agir à grande échelle. Et c'est ce que je fais avec Team for the Planet aujourd'hui, qui est un fonds d'investissement qui finance et accompagne des Green Tech à l'échelle mondiale. Et donc aujourd'hui de dire, vous misez à la fois sur moi et à la fois sur le changement à l'échelle internationale vers une planète plus verte et en soutenant l'économie du sport avec un sportif et ces Green Tech-là. Et est-ce que dans les obligations ESG des grosses entreprises, ce genre d'activation qu'ils font avec toi, ils le mesurent véritablement et ils s'en servent aussi en termes de communication externe? Très peu, en fait. C'est aujourd'hui, moi, ce que je vois de tout ça, c'est qu'elles ont très peur, en fait, de faire ce double investissement parce que c'est un 50-50. On cherche des budgets, c'est de leur dire... 50% de ce que vous mettez sur moi, vous mettez la même chose, mais pour un fonds d'investissement comme Team for the Planet sur des Green Tech. Ça, aujourd'hui, elles n'ont pas envie de le faire parce que forcément, ça alourdit, comme on disait au début, leur compte de résultats. Et c'est un investissement que, certainement, qu'en termes de valeur en ROI, en retour sur investissement, difficilement mesurable, en tout cas à long terme, et puis surtout que Team for the Planet, en fait, on ne promet pas de retour sur investissement. On vous promet le remboursement de votre investissement initial et derrière juste en fait un crédit carbone qui sera mesuré justement sur l'économie d'émissions de CO2 qui sera faite grâce au Green Tech financé. Donc aujourd'hui, en fait, elles sont frileuses de ça, de s'afficher et d'investir économiquement là-dedans. Donc il y en a très peu qui le font.
On peut prendre l'exemple concret de Advance qui l'a fait avec le projet Vendée Globe 2024 et le skipper qui a été Sam Goodchild et qui justement mettait en avant Team for the Planet. On veut plus de projets comme ça. On veut plus d'entreprises privées prêtes à s'investir aux côtés sportifs sur ce double enjeu. Voilà, avec d'un côté le soutien sportif qui peut amener en fait avec un fonds d'investissement participatif des particuliers à investir parce que voilà, tout le monde peut investir et en même temps des gros investissements lourds de la part des privés. Ouais. Tu as commencé à parler. Ouais, vas-y. Non, mais il a raison d'investir. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'insister sur le terme d'investir. En fait, quand on regarde, je vous invite à regarder les rapports de risque de World Economic Forum de chaque année. En fait, chaque fois, c'est les risques les plus probables et les plus impactants sur l'économie sont des risques liés au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité et tout ça, parce que comme l'a dit Armel, en fait, la plupart des choses qu'on vend, c'est des choses que la nature a produites. On a besoin de la ressource pour produire. Et en fait, investir dans soit la protection, soit de l'éco-conception, ou en tout cas de la réduction d'indépendance aux énergies fossiles et tout ça, c'est un investissement de sa résilience aux exigences de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est important de bien le comprendre, que c'est pas on ne le fait pas pour forcément le côté philosophique, c'est que c'est un investissement pour... Ouais. Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Quand Peyo va voir un sponsor, en fait, ce sponsor, il n'a pas forcément la conscience de participer à un projet plus global de sécurisation de la biodiversité. C'est un effort collectif. Comment tu fais pour quand même intégrer un rationnel économique pour cette boîte qui veut bien investir chez Peyo? Et en fait, le sponsoring, c'est un échange de valeurs. Et c'est basé sur l'image. Ouais. Sur l'image du sponsor, de l'athlète ou de l'événement. L'image, c'est deux choses. C'est la notoriété et les valeurs auxquelles on associe. La marque vient, c'est pour s'associer, avoir beaucoup de vues et les valeurs. Ou beaucoup de vues ou la cible qu'elle a visée. Clairement, les valeurs sur les enjeux environnementaux, qui sont des préoccupations de plus en plus montantes, moins on les intègre, plus on dégrade son produit. Ouais, si on a un organisateur. Ouais. En fait, il n'y a pas un organisateur d'événement qui se dit je peux me passer d'une dynamique environnementale, d'une stratégie ou de travailler sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est juste un incontournable maintenant. Ok, Juliette, tu hochais, donc je te laisse rebondir. C'est effectivement un incontournable du point de vue de l'image. C'est pas un incontournable réel dans toutes les opérations qui sont réalisées. Et peut-être un des sujets qu'on peut aborder, c'est la question de l'opérationnalité et donc des achats, qui est un levier puissant en fait de transformation de la manière de consommer des ressources et donc de faire évoluer en fait l'offre aussi du marché. On veut parler d'investissement et pour qu'il y ait des nouvelles technos qui se développent, avant tout, il faut d'abord questionner son modèle. Comment est-ce que je fonctionne ? Comment est-ce que je fais ensuite évoluer mes pratiques ? Et derrière, comment est-ce que je vais solliciter le marché pour qu'il y ait des nouvelles solutions qui émergent ? Et il faut aussi que les acteurs qui s'engagent et entreprennent trouvent le marché et suffisamment en fait de valeur à proposer pour que le marché réponde. Donc tout ça, tout le monde est imbriqué et à partir du moment où un acteur va considérer qu'il est, comme la biodiversité, un ensemble et qui va aller chercher des solutions dans son écosystème, à partir de ce moment-là, on peut acter des changements réels et il y en a qui ont été faits. Paris 2024, j'en reparle, je n'en étais pas, mais il y a des choses bien qui ont été faites. Et notamment, il y a eu un opérateur, enfin une personne qui a été en charge de la data au service de la performance opérationnelle, qui a permis d'optimiser des flux, d'optimiser des ressources, donc d'avoir une rationalité économique qui est au cœur des réflexions des organisateurs d'événements sportifs aujourd'hui, qu'on parle à la fois des Alpes 2030 ou alors des championnats du monde de cyclisme 2027. C'est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Donc à partir du moment où on répond au sujet économique et qu'on le couple avec une ambition qui est réduire l'impact, mais réduire significativement son impact et pas juste effectivement dans le cadre d'une association de valeurs, là on transforme les modèles. Et ce que je veux souligner, c'est que Paris 2024 a eu aussi un héritage dans la formation des opérationnels métiers qui aujourd'hui continuent d'organiser des événements. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui, à un moment donné, ont bénéficié d'une connaissance et d'une stratégie avec
des personnes pour les former, pour les accompagner, pour qu'ils comprennent en fait quels étaient les réflexes à avoir dans leur métier. Et ça, on le retrouve aujourd'hui parce qu'on a des gens qui sont partis sur les championnats 27, qui sont partis sur 2030. Et il faut aussi mettre la lumière là-dessus, c'est que c'est aussi un héritage qui est un héritage pour plein de sujets qui ont déjà été évoqués, mais c'est aussi un héritage en termes de compétences qu'il faut continuer d'investir pour que opérationnellement on y arrive et que du coup on soit en capacité de proposer aux partenaires qui vont venir s'associer d'autres modèles dans lesquels ils peuvent croire et dans lesquels ils identifient aussi que leur investissement économique va être considéré. Ouais. En effet, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avait été très orthodoxe sur le sujet environnementaux et avait aussi un peu imposé à ses partenaires certaines bonnes pratiques. Et ça a été une nouvelle ère qui est en train de se construire. Armelle, je voulais que tu nous aides un petit peu à identifier d'autres éléments où on peut faire converger la rationalité économique et la rationalité écologique. Est-ce que tu vois des terrains comme ça où ça peut marcher ensemble et qu'on n'arrête pas d'opposer comme des cons, comme tu dis, les deux? C'est sûr qu'il faut absolument réconcilier les deux, mais déjà réconcilier les deux dans l'opinion aussi de la société, parce que finalement là on est sur... on parle de sport, donc aussi il faut remettre peut-être au cœur du débat, même si on est dans l'antre de l'économie, le sport et les sportifs au cœur du débat, et pourquoi ça cristallise autant d'intérêt de la part aussi de l'industrie, alors du sport, mais bien entendu de l'industrie en général. Pourquoi le sport attire autant pour des questions d'image? C'est parce que finalement les sportifs sont parmi les personnalités les plus influentes de la société. Donc on voyait qu'au cours de l'histoire de l'homme, il y a eu les hommes d'église, il y a eu les hommes politiques, il y a eu les acteurs, les chanteurs, etc. Et aujourd'hui, on voit que ce qui attire vraiment le consensus de la société, ce sont les sportifs. Paris 2024 en est un excellent exemple. Il cristallise beaucoup de choses, on va dire, universelles par rapport à d'autres personnalités qui peuvent être plus controversées selon certains milieux. Et c'est cette attractivité aussi du sport et du sportif qui plaît beaucoup, et qui plaît aussi beaucoup à des entreprises qui sont aujourd'hui climaticides. Si on regarde les grands sponsors du sport, que ce soit en matière de santé publique, avec des grandes compagnies qui ne sont pas très vertueuses en termes de nourriture, d'autres en termes de production d'énergie, et pourtant elles occupent des gros postes en tant que sponsors du sport, c'est pas anodin. Et justement, la place du sport et de ces sportifs, elle mérite d'être réaffirmée. Et en ça, aujourd'hui, on a un écosystème qui tente à évoluer d'un côté, parce que nous, on le voit avec Maëlle, je pense qu'on est au contact de beaucoup de sports, de beaucoup d'athlètes qui veulent tendre à mieux, mais qui ne savent pas comment faire, parce que le sport est pris dans une tenaille économique qui fait qu'on n'a pas forcément le choix, sauf d'être une superstar et encore. Et d'un autre côté, on a aussi des marques, on a aussi toute une tendance, une mouvance qui essaye d'être plus impactante. Il y a des choses qui sont faites, c'est pas forcément encore suffisant, mais même des fois des choses qui sont bien faites, les marques n'osent pas le dire, parce qu'il y a aussi cet esprit, on a tous en tête le mot greenwashing, et aujourd'hui il y a cette espèce un petit peu de faux équilibre, où il y a des choses positives qui sont faites, mais on n'ose pas les mettre en avant. Il y a d'autres entités du sport qui font partie de l'écosystème sportif qui souhaitent aller vers quelque chose de plus vertueux, notamment les athlètes, mais qui sont pris en tenaille économique. Et donc aujourd'hui, c'est aussi un dialogue à reconsidérer entre ces deux entités. Nous, avec Sport for Future, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi à l'avenir, c'est de mettre plus de liens entre les acteurs qui veulent aller dans la même direction, parce que finalement chacun est aussi un peu dans son tunnel, et les convergences entre ces milieux ne sont pas forcément si évidentes, et il y a un gros effort à faire dans ce terme-là pour associer les images positives aux gens qui veulent porter ces images, pour que la résonance et l'importance des projets soient plus impactantes, et qu'on passe à des actions de niche. Aujourd'hui ça existe, mais c'est encore une action de niche, à en faire une norme, et pour que ceux qui n'adhèrent pas à ce qui devient une norme, soit derrière les skis, et que ce soit eux qui passent pour les ringards. Juliette, tu voulais rebondir? Oui, je voulais donner un exemple d'un partenaire qu'on connaît tous ici, qui est Horloger, qui a une très grande structuration de sa politique de développement durable, qui n'en parle jamais,
qui finance le sport, qui a structuré des chaînes de valeur. Alors évidemment, ça coûte très cher d'aller consommer leurs produits, et ça c'est une question qu'on peut se poser sur quel est le produit, de quoi il est constitué. Mais il y a des partenaires aujourd'hui qui effectivement ne communiquent pas par crainte que ça devienne un terrain d'attaque, et qui sont prêts en revanche à communiquer toutes leurs données à partir du moment où on va les questionner. Et l'effet inverse, c'est des partenaires qui sont figés dans un état de peur extrême de faire le faux pas, qui va du coup détériorer leur image et qui ne leur permettra plus de prendre la parole après l'événement. Donc il faut vraiment casser ces systèmes-là, il faut aller chercher à valoriser les efforts, comme vous le faites vous au quotidien, qui êtes toutes et tous ici. Quand on fait un effort, ça veut dire qu'on a investi de sa personne. Personne n'a envie d'entendre « ton effort n'est pas suffisant ». Peut-être qu'il n'est pas suffisant, mais c'est déjà un effort. Et je pense qu'il faut aussi trouver ce système-là dans les liens qui nous occupent avec les financeurs aujourd'hui du sport, d'un peu plus d'indulgence, non pas de complaisance avec des choses qui effectivement sont écocides ou d'autres projets qui seraient vraiment très pénalisants. Mais il y a des partenaires qui sont investis, pour certains, vous le savez, depuis plus de 20 ans, dans certains sports, qui investissent sur des sujets qui ne sont pas seulement environnementaux, qui sont aussi sociaux, et qui viennent promouvoir la place des femmes dans le sport, et ainsi de suite. Il faut aussi leur laisser la place de s'exprimer sans tendre le bâton à chaque fois que quelque chose est dit. Et ça amènera les partenaires à être de plus en plus transparents aussi sur ce qu'ils font. Ça ramènera aussi de la rationalité économique. Un partenaire qui finance, c'est un partenaire qui apporte de l'argent. Et quand on dépense son argent, on a envie de bien le dépenser, toutes et toutes, chez soi, dans sa vie, mais aussi quand on est en poste dans une entreprise, on a envie de s'assurer qu'on va toucher ses objectifs par l'argent qu'on investit. Donc je pense que, effectivement, je rejoins les propos qui ont été tenus sur la cohésion, le dialogue, le lien. C'est nécessaire aujourd'hui de revenir à ça pour avoir quelque chose qui fasse sens pour tout le monde. Et je rajouterais juste une petite chose aussi, on est dans une société de l'immédiateté. On est habitué à avoir tout très rapidement, on est un peu dans l'impatience. Et je pense qu'il faut redonner sa place aussi au processus et pas seulement aux résultats immédiats. Et valoriser ce processus que certaines sociétés, certaines branches mettent en place et laisser le temps à la maturité de se faire. Tu fais une super transition parce que je voulais justement savoir comment on apporte la preuve. Les processus, c'est l'apport d'une preuve, mais sur un temps assez long. Encore faut-il qu'on s'octroie ce temps long. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent d'apporter une preuve de l'impact d'un changement opérationnel, d'une campagne de sponsoring, et qui puisse peut-être rassurer les grands sponsors, les grands partenaires? Maël, tu veux commencer? En fait, je pense qu'il faut accepter... Il y a deux sujets. C'est accepter qu'en fait, on est dans un écosystème où en fait, on va faire une contribution à la transition écologique d'un secteur, d'une branche et tout ça, ou même de son entreprise. Donc, accepter avoir cette approche-là de... c'est pas moi qui vais faire transformer l'ensemble. Pour moi, il y a ce sujet-là, et on parlait de Paris 2024. On a fait l'évaluation d'une sorte d'héritage immatériel des engagements stratégie achat responsable, les engagements excellence environnementale de Paris 2024 sur ses prestataires fournisseurs, et on est allé interroger et mesurer finalement ça a transformé quoi. Et on s'est aperçu que ça a fait monter en compétences, parce qu'ils ont internalisé des compétences pour pouvoir répondre à ces trucs-là. Et quand les entreprises internalisent une compétence, en général, elles le revendent, elles le réutilisent, donc c'est plutôt positif. Le deuxième sujet, c'est comment on valorise le fait de faire une marche d'un long escalier dans lequel il faudrait déjà être tout en haut. Sur les enjeux environnementaux, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais une marche, c'est bien, on a fait des efforts, mais si tu regardes là où on devrait être, c'est-à-dire tout en haut de l'escalier déjà, c'est assez critiquable, mais il faut valoriser cet effort. Donc c'est pas si évident que ça de trouver le bon juste milieu dans je communique, pour pas que cette communication sur cette marche, ça soit la caution environnementale de ne pas aller plus loin dans l'escalier, pour continuer sur la métaphore. Et puis après, moi, il y a un troisième sujet, à mon avis, qui est pas si évident que ça, mais je me rends compte que je réponds pas complètement à ta question. C'est que la difficulté, on est tous dans des contradictions. En fait, il n'y a pas une activité économique d'un athlète qui n'est pas entre son envie de faire avancer les choses
et les contradictions de son circuit international, de la consommation de sa ressource pour sa production, de sa chaîne. On accompagne des marques sur ce truc-là. Mais en fait, la question c'est comment tu arrives à être crédible sur ces sujets-là tout en ayant des contradictions profondes ou des incompatibilités entre ton métier et les limites planétaires. Et ça, c'est arriver à trouver la preuve qui montre qu'on avance, qu'on est dans un chemin. Je rejoins du coup, pour retomber sur mes pattes par rapport à ta question, de donner plus à voir la transformation qu'un État fini. D'ailleurs, les questions de démarche, ces démarches continues, c'est-à-dire que c'est jamais fini. C'est vraiment, il faut avoir cette approche-là de je passe une marche et je poursuis mes engagements pour continuer, pour pas que ça soit une caution environnementale d'un modèle qui n'est pas viable. Ouais. Super. Il nous reste 5 grosses minutes. Je vais poser ma dernière question et j'aimerais que vous prépariez vos questions. N'hésitez pas. La dernière question, c'est si vous aviez une baguette magique. Putain, on la trouve où? Je sais pas. Vous avez une baguette magique et vous changez un truc qui va, selon vous, être un énorme driver du changement par rapport au projet que vous pouvez mener ou enfin au grand projet que vous pouvez mener, parce que vous êtes des contributeurs d'un plus grand projet. Peyo, je te laisse commencer. Avoir une baguette magique, déjà, c'est comme si on avait la lampe du génie et qu'on n'avait qu'un vœu à faire. Exactement. Désolé, j'ai pris baguette magique plutôt que lampe du génie, mais je ferai lampe magique la prochaine fois. Non, ça veut dire... de toute façon, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Moi, je me fierai à mon intuition. J'aimerais en fait qu'on réveille les institutions privées sur leur investissement et leur vision de leur investissement dans un monde où économiquement ça va pas forcément super bien et politiquement aussi. Donc n'ayez pas peur d'investir malgré le contexte. Et justement, c'est cette notion de temps. Va falloir dans tous les cas en fait laisser du temps au temps. Super. Juliette? Alors, à une époque, j'ai déjà formulé un vœu avec une baguette magique et je vais le conserver. Ce serait de remplir un Bercy avec tous les acteurs du sport et de les former, parce qu'on en parlait, l'héritage opérationnel de la manière dont les gens travaillent, il est capital dans la façon dont on organise, que ce soit les circuits, dont on adresse la communication avec les athlètes, dans la manière dont on va chercher les sponsors. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de recette miracle, par contre, il y a des volontés. Et à partir du moment où on met tout le monde autour d'une table et on pose les intérêts collectifs, chacun peut et est en capacité de comprendre quels sont ses intérêts. On l'a vu avec la Convention citoyenne qui, malheureusement, a été très effacée, mais a produit une réelle prise de conscience pour certains des participants, dont des gens que je connais personnellement, et ça reste, c'est-à-dire que ça a transformé leur vie. Ce que je veux, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui prennent conscience et qui changent. Très bien. Armelle, ta baguette magique, ta lampe de génie ou... Alors je dirais que c'est un peu l'extrapolation de ce que j'ai essayé de faire avec les athlètes en les amenant sur les glaciers. C'est de trouver le déclic émotionnel de chacun. Parce qu'en fait, pour moi, même les amener dans un Bercy, on va peut-être les outiller, mais tant qu'on n'a pas en soi un déclic émotionnel, on n'a pas un engagement sur du long terme. Enfin, pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui se déclenche pour qu'on puisse s'engager, savoir pourquoi on le fait. Est-ce que c'est parce qu'on a eu un enfant? Est-ce que c'est parce qu'on est alpiniste, on est amoureux des glaciers? Est-ce que c'est parce qu'on aime skier? Peu importe, en fait, je ne sais pas, mais pour moi, ça passe par l'expérience terrain et ou par un vie ma vie géant. Parce que si on est toujours de notre prisme et on a du mal finalement à se projeter dans la vie de l'autre, alors qu'en fait, je pense que si on faisait des vie ma vie un petit peu régulièrement, je pense que on s'approprierait beaucoup plus facilement les enjeux qui nous touchent les uns les autres et on trouverait beaucoup plus facilement des consensus sur les mesures à adopter. Maël? Moi, je vais être un peu sur la même baguette que Juliette, en fait. On accompagne des marques, des gouvernements, des fédés nationales, internationales, et en fait, des athlètes. Et en fait, on observe qu'il y a vraiment une convergence d'envie d'avancer sur le même sujet, dans la même direction. Et ce qu'on a fait sur Cham il y a 2 semaines, où on a emmené la FIS, l'IBU, la Fédé de ski, la Fédé d'athlètes, les athlètes, les marques, le CNO, et tout ça, voir les glaciers. Et ensuite, on dit, maintenant, comment on travaille sur la performance sportive éco-responsable? En fait,
on voit que ça débloque tout. Ça débloque tout parce qu'il y a le truc émotionnel, il y a le truc d'envie d'avancer. Il y a vraiment une convergence en fait des envies chez les marques, chez les fédés, chez tout le monde. Donc maintenant, on se met autour de la table et en fait, les solutions, on les a, quoi. Ok. Une petite question dans le public? Je te prends une minute pour juste 30 secondes. Tu as une question à poser? En fait, l'éveil dont on est en train de parler, là, c'est... Souvenez-vous, vous avez tous un professeur, une professeure dans votre vie qui vous a marqué. Un jour, il vous a dit un truc, ça vous a fait un déclic. Et ben, c'est ça qu'on va chercher quand on veut aller chercher les gens vraiment dans ce qu'ils sont intrinsèquement. Quand on a envie de les faire changer, il faut aller les chercher là. Et c'est ce que vous avez fait en les amenant sur les glaciers. Et c'est ce qu'il faut faire et continuer à faire, que ce soit dans les écosystèmes directement liés avec la nature ou alors dans les écosystèmes de travail. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur univers, dans leurs contraintes de travail. Et il faut aussi faire ça sur le terrain du travail. Et puis ceux qu'on n'arrive pas à toucher émotionnellement, je pense qu'il faut avoir une approche très factuelle des choses, une approche risque. Il n'y a pas une boîte de 440 ou une grosse entreprise qui ne font pas son analyse de risque face à la transition écologique ou au changement climatique. C'est quoi l'impact pour votre activité? Et en fait, vous allez vite retomber sur les mêmes objectifs. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou est-ce qu'on clôt ce magnifique panel? Ah, super. Votre prénom et votre... Rémi. Du coup, il existe la Convention des entreprises pour le climat, qui a comme objectif de réveiller justement le collectif des entrepreneurs. Pourrait-on pas imaginer quelque chose de similaire, mais dans le cadre du sport? Il y a un de nos collègues qui travaille pour une société qui s'appelle IPAMA, qui a effectivement participé au mouvement. Et tout à fait, moi je trouve que c'est une super idée de faire un collectif et de faire avancer sur la prise de conscience. Je pense que ça existe un petit peu. Entre ce qu'on fait avec Maëlle, en fait, c'est un peu le même principe. J'ai échangé d'ailleurs avec la Convention des entreprises, c'est que c'est encore plus poussé sur la partie terrain, mais en fait, c'est exactement ça. On amène les sportifs sur le terrain avec des scientifiques. On fait un état des lieux, on approfondit leurs connaissances et ensuite on passe à la phase outillage. Et tout ça en collaboration avec des spécialistes, soit vraiment du monde scientifique pour la partie climat, hydrologie, etc., glacier, soit après pour la partie médias, marketing, etc. Et qui sont ensuite intégrés à un collectif d'athlètes, donc le Climate Sport Camp, qui eux sont des athlètes engagés qui vont ensuite poursuivre le cheminement, plus du tout sur la partie sensibilisation, mais sur la partie collective de lobbying, plaidoyer, etc., qui va essayer aussi de pouvoir changer le sport de l'intérieur pour que, comme disait Pio, quand on est athlète au niveau individuel, on n'a pas forcément toute l'attitude, mais pour pouvoir faire changer le sport de l'intérieur pour déboucher sur une ouverture des possibilités de l'athlète grâce à l'évolution des fédérations nationales, internationales et des mouvements olympiques. Mais moi, je tends la perche à BPI France de réunir l'année prochaine pour la 3e édition de Sport Définition, justement, de nous réunir dans un lieu un peu plus propice à cet éveil émotionnel au niveau du changement climatique. Sortons de l'Adidas Arena comme les 2 dernières éditions et allons sur un glacier. Hein, à vous de jouer. Le prochain big à l'Aiguille du Midi, quoi. Eh ben, écoutez, on ira voir Nicolas Dufour, qu'on lui demandera s'il y a du budget pour ça. Merci à tous. Merci à vous. Super. Merci. Merci.